Bonjour à tous, j'espère que tout le monde a le casque qui fonctionne correctement. Mon objectif lors de cette intervention, c'est de vous convaincre que les applications mobiles sont un élément sensible de votre écosystème digital et que c'est un potentiel aussi risque pour votre organisation en cas de mauvaise protection. Et pour cela, c'est un peu présomptueux, mais vous montrer qu'en moins de 30 minutes, il est possible de tester la résilience d'une application mobile face aux cyberattaques. Je m'appelle Rémi Balanguet, je suis responsable produit chez Ishard. Nous sommes spécialisés dans le test automatisé d'applications mobiles et le test automatisé des sécurités des applications mobiles. On est présent d'ailleurs au kiosque 910 si vous avez besoin d'en savoir plus après cette présentation. En 2021, il a été démontré que environ 60% des fraudes en ligne avaient été un lien fort avec les plateformes mobiles et que environ 75% des applications disponibles sur les stores permettraient, ou en tout cas n'empêcheraient pas suffisamment fortement les potentiels attaquants d'aller récupérer des informations personnelles ou des informations sensibles directement dans les applications. Donc on voit qu'il y a un fort risque quand même qui est directement lié à ces applications mobiles. D'ailleurs, pas plus tard que juste avant l'été, une très grande banque française a été victime d'une attaque à hauteur de 300 000 euros d'argent dérobé pour ses clients, qui était une combinaison d'une campagne d'hameçonnage et d'une exploitation d'une faille de protection dans l'application mobile. Donc l'application mobile en tant que telle devient un potentiel vecteur ou en tout cas aide les attaquants à mieux comprendre l'écosystème et après aider à potentiellement aller attaquer directement le back-end. Donc ça, c'est un impact direct sur la réputation de la banque et un impact direct financier, évidemment, pour les clients de cette banque avec cette perte de 300 000 euros. En début d'année, chez Ishard, on a réalisé un livre blanc que je vous invite à télécharger si vous le souhaitez. Vous pourrez le voir sur notre site. C'est un peu un audit de ce qui se fait, un panorama des sécurités des applications mobiles bancaires. On a audité 120 applications mobiles bancaires européennes. Évidemment, l'objectif, c'est pas de pointer du doigt ceux qui se font pas bien, mais c'est vraiment l'objectif, c'est de montrer des tendances. Quel est le niveau de maturité du marché européen? Et petit à petit, c'est un audit qu'on va bien évidemment étendre à l'Europe du Nord et à d'autres continents pour voir s'il y a des disparités encore plus importantes que l'on peut voir sur le continent européen. Donc la question légitime, c'est un petit peu petit à l'écran peut-être, mais je vais vous guider dans la lecture de cette page-là, c'est quel risque je prends via mon application? Qu'est-ce qui peut se passer si un potentiel attaquant s'intéresse à mon application mobile? En fait, dans la majorité des échanges qu'on peut avoir parfois avec des responsables sécurité, aujourd'hui la maturité elle n'est pas complète là-dessus, puisqu'on prend comme réponse des choses comme je risque pas grand-chose, puisque dans tous les cas mes API sont sécurisés, mon back-end est sécurisé, donc c'est pas très grave si mon front-end applicatif, si mon application mobile n'est pas sécurisée. Sauf qu'en fait, un attaquant peut parfaitement utiliser l'application mobile pour comprendre comment votre système fonctionne. Simplement en faisant de la rétro-ingénierie sur l'application mobile, en décompilant l'application, on peut parfaitement déjà aller déceler, et croyez-moi c'est le cas parfois, des clés en clair dans le code, des adresses IP de serveurs, il y a plein de choses qui traînent par-ci par-là. Et ça peut également aider le potentiel attaquant à comprendre comment les API fonctionnent, comment le système d'authentification fonctionne, où sont stockées les données personnelles, comment sont stockées les données personnelles. Donc en fait, ça permet à l'attaquant de bien comprendre comment votre système fonctionne. Et à partir de là, possiblement aller déclencher une attaque directement sur le back-end. Donc ça devient un moyen plutôt de compréhension de votre écosystème qui après, lui, pourra être exploité par un autre biais. Donc protéger l'application, ça devient maintenant une obligation. Alors nous évidemment on est dans le métier, donc ça nous paraît évident. On a beaucoup d'évangélisation à faire pour faire monter en compétence les différentes organisations sur ce niveau. Je vais vous présenter les quelques réactions attendues, en tout cas les réactions que nous on a pu voir lors de cet audit des 120 applications mobiles bancaires. Malheureusement, la grande majorité des cas, il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'application, lorsqu'elle va être un peu stressée ou lorsqu'elle va être utilisée sur des environnements anormaux, c'est-à-dire qu'on va l'installer sur un téléphone routé, on va l'installer sur une Android non officielle, sur des émulateurs, on va y brancher un débugger, des choses comme ça, et on va essayer de comprendre est-ce que cet usage, qui n'est pas un usage normal, c'est-à-dire que moi quand je développe une application, je la fais pour mes utilisateurs, pour qu'ils utilisent sur leur Android classique, non modifié. À partir du moment où l'usage n'est pas cet usage normal,
l'application devrait pouvoir détecter cette incohérence. Et donc bien souvent, il ne se passe rien. C'est-à-dire que si on branche un debugger, qu'on met sur un émulateur, des choses comme ça, l'application tourne de façon normale. Sachez que si un attaquant utilise un debugger, c'est pour comprendre comment votre application fonctionne. Donc a priori, laisser une application tourner en production, l'autorisation d'utiliser un debugger, c'est un gros risque que potentiellement vous prenez. Une réaction malgré tout qu'on peut voir dans ce type de comportement, c'est le crash de l'application. C'est-à-dire que l'application va détecter que l'environnement n'est pas normal et afin de limiter un maximum le risque, va immédiatement se fermer et quitter afin de couper toute transaction réseau et d'arrêter l'usage par l'utilisateur. C'est un peu brutal, l'expérience utilisateur n'est pas très très bonne, d'autant qu'il n'est pas du tout informé, donc ça peut parfois être un peu préjudiciable. Un bon compromis, et ça c'est ce qu'on voit pas mal dans les applications bancaires qui se protègent, c'est justement aller faire un peu de pédagogie sur l'utilisateur. Notamment moi, mon application bancaire, parce que j'ai un device Android routé, j'ai pas mis les mécanismes qui permettent de masquer ce route, parce qu'il y a aussi des choses qui sont faisables. Mon application bancaire va m'informer en disant « Vous êtes sur un téléphone routé, c'est risqué pour vos données personnelles et plein d'autres justifications, donc veuillez quitter l'application et mettre à jour votre OS si vous souhaitez utiliser l'application mobile. » Donc moi, dans mon cas, par exemple, je suis obligé d'utiliser la version mobile, la version web mobile de mon application bancaire. Et dans certains cas, je parlais tout à l'heure de debugger, mais on peut utiliser aussi des outils. Il y a un outil qui est très très utilisé qui s'appelle Frida, qui permet de faire beaucoup de choses avec les applications mobiles et qui permet notamment d'aller modifier le comportement, d'aller changer le retour d'une fonction, d'aller vraiment modifier la façon dont l'application fonctionne. Et une des protections potentiellement, ça pourrait être simplement de détecter la présence de Frida ou de détecter l'utilisation de cet outil, le bloquer et de laisser l'utilisateur continuer à naviguer dans l'application. Donc ça permet de conserver une utilisation fluide, mais malgré tout de bloquer la potentielle menace. Donc on voit qu'il existe plusieurs types de réactions à ces usages anormaux de l'application sur des téléphones anormaux. Donc pour réaliser cet audit, on s'est basé sur, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, j'imagine que oui, parce que dans toutes les discussions qu'on a pu avoir avec les personnes qui sont passées sur le temps, mais avec les travaux de l'OWASP, ils ont notamment un projet dédié à l'application Mobile Application Security, qui vient d'être mis à jour d'ailleurs. Je vous recommande, si vous êtes intéressé par le sujet, de regarder ces modifications. Pour la faire simple, ce sont 8 catégories qui liste les différents tests à réaliser si on veut avoir une bonne politique de sécurité sur application mobile. Donc il y a des tests de réseau, il y a des tests de stockage de la donnée et il y a des tests, dans ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est des tests de résilience face à la rétro-ingénierie, face à l'injection de code et à la modification du comportement des applications. On a utilisé ce framework-là parce que déjà c'est un standard qui devient de plus en plus la norme finalement, et qui permet aussi de déterminer des métriques, des indicateurs, et qui permet de suivre l'évolution dans le temps. Donc ça aussi c'est intéressant et ça permet de comparer des applications sur un même framework. Donc les applications bancaires, alors là c'est pareil, je vous invite à plutôt regarder ça sur le livre blanc plutôt qu'à l'écran parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais en gros il existe 4 niveaux et les applications bancaires manipulent de la donnée personnelle, manipulent de la donnée bancaire, et donc évidemment ce sont des applications ultra sensibles. Donc elles doivent, autant que nécessaire, se câbler sur le niveau qu'on appelle L2+R, qui est le niveau le plus important. Donc ça c'est un niveau d'exigence pour les applications mobiles bancaires, et notamment dans certains pays d'Asie du Sud-Est, c'est même une réglementation, elles doivent se fier à ce standard-là. Alors, on va voir si les vidéos fonctionnent correctement. Donc pour auditer ces applications bancaires, on a utilisé notre outil d'automatisation finalement. C'est pour ça que je disais qu'il faut 30 minutes, c'est qu'un scan complet prend une trentaine de minutes par application. L'objectif de cette automatisation, c'est qu'on va demander à l'automate, à notre outil, d'aller parcourir les écrans critiques de l'application, d'aller jusqu'à l'écran de login par exemple, d'aller se connecter, aller faire un appel serveur pour essayer de s'authentifier et de voir comment l'application réagit sur ces différents téléphones qui peuvent être routés. Il peut y avoir des débuggers et tout ça. Rappelez-vous toutes les versions anormales des téléphones que l'on manipule. Alors je vais essayer de lancer la vidéo. Voilà.
Donc là, en fait, directement, alors, c'est pas une application bancaire, j'ai pris une application lambda, c'est plus pour vous expliquer le principe. L'idée n'est pas de mettre en avant une banque en particulier, mais simplement, dans la façon dont on a réalisé cet audit, l'objectif est vraiment de comprendre le parcours critique d'identification ici. Donc en fait, lorsqu'on va remplir le formulaire d'identification, ça nous permet de dire à tel moment, lorsque je vais remplir telle information, c'est là que je veux réaliser l'attaque, que je veux tenter l'injection de code par exemple. Ça permet vraiment de localiser ça plutôt que de le faire simplement au lancement de l'application sur un écran qui n'a pas forcément vocation à être protégé. Et c'est là où bien souvent on a des faux positifs dans les résultats, c'est parce qu'on ne fait pas le test de la protection au bon moment, donc le résultat n'est pas forcément très concluant. Donc là, ça nous permet vraiment d'aller se focaliser sur les écrans principaux les plus critiques. Une fois qu'on a enregistré cette séquence, on va lancer une campagne, donc on a plus d'une centaine de tests qui vont utiliser cette séquence-là, encore et toujours sur les différents devices modifiés. Donc ça nous donne un rapport qui permet, comme je disais tout à l'heure, de s'évaluer sur la partie OWASP, sur les différents critères. Et si on va regarder plus précisément dans ce que peut nous retourner cet outil, on va regarder, ça spoil un petit peu, on va regarder le résultat d'un test. Ce test-là, on va utiliser Frida pour faire de l'injection de code dans l'application. C'est-à-dire qu'au moment où je vais renseigner un champ en particulier, je vais tenter de modifier le comportement de l'application et d'aller y injecter une image. Logiquement, l'application, elle a plusieurs, on va dire qu'il y a plusieurs phases dans ce niveau de protection. Elle devrait, dans un premier temps, détecter la présence de Frida, détecter l'utilisation de Frida dans ce cas précis et bloquer potentiellement l'injection du code et donc l'intégration de l'image. Donc dans quelques instants, on va voir en surimpression que ce crâne bleu que vous avez vu tout à l'heure en image va être affiché et que l'application n'informe pas l'utilisateur, ne crache pas, ne kill pas. Et en fait, il n'y a pas eu forcément de réaction particulière. Donc ça veut dire que sur cette application, et comme sur d'autres applications bancaires, il est possible, sur des formulaires clés de login, de paiement, des choses comme ça, d'aller injecter du code et donc d'aller possiblement récupérer ce que l'utilisateur est en train de taper, de faire une capture d'écran des données qui sont en train d'être tapées également. Donc on peut imaginer laisser libre cours, en tout cas à la créativité de l'attaquant en disant « Ok, je peux faire ça, je peux utiliser tel outil à tel moment, qu'est-ce que je peux en faire, comment est-ce que je peux exploiter ça ?» Donc voici les résultats de l'audit. Donc il faut le lire sur deux axes. En ordonnée, vous avez toute la partie, on va dire, qualité de code dans la partie tous les contrôles de sécurité. Et on voit qu'il y a vraiment une tendance, toutes les applications sont plutôt vers le haut et sont au moins à 50% de validation de ces tests-là. En revanche, on voit qu'il y a un gros manque sur la partie abscisse, où là on va justement aller vérifier la capacité de l'application à se protéger face aux attaques de type reverse engineering, injection de code, des choses comme ça. On voit qu'il y a un très gros manque de maturité et de protection concrète sur les applications européennes à ce moment-là. Très clairement, donc vous voyez qu'il n'y a aucune application qui est dans le carré en haut à droite, donc qui score vraiment très fort dans les deux axes. Et il y a seulement 4 applications qui sont dans l'arc vert, qu'on considère leader par défaut, mais qui ne sont pas forcément non plus exemplaires. Et si on fait un focus par pays, donc on voit que c'est un peu tassé évidemment parce que ce sont des moyennes, mais clairement le Royaume-Uni est le pays qui, pas nous a surpris, mais en tout cas c'est le pays qui présente les applications les mieux protégées, avec vraiment des choses très intéressantes face à de l'injection de code, face à de l'utilisation de terminaux routés. Donc on a vraiment vu des mécanismes de protection très intéressants. Et à contrario, les pays d'Europe du Sud, dont la France évidemment, l'Espagne, l'Italie, sont pas forcément exemplaires. Alors il faut savoir que dans ces pays, notamment en France, il y a quand même des écarts. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui sont plutôt très bonnes, mais il y a beaucoup d'applications qui sont pas bonnes. Et donc de fait, la moyenne fait qu'on est quand même plutôt vers le bas. Et si on fait un focus sur les types de protection, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais sur les deux graphes ici, sur les deux barres, la première, c'est la détection des devices routés, et la deuxième, c'est la détection de l'injection de code. La grosse part rouge, c'est la part des applications qui n'ont aucune réaction face à ces deux-là. Donc, même si vous ne pouvez pas lire les chiffres, vous voyez que la proportion est quand même énorme. Et donc, il y a environ, alors je ne sais plus quel était le chiffre exact, mais c'est environ 15 ou 16% des applications qui réagissent à ces tests-là. Donc, clairement, on voit un manque de, si ce n'est un manque de maturité, au moins un manque
de qualité dans la protection qui peut être mise en place. Et si on fait un focus tout particulier sur les applications qui détectent les terminaux routés, on voit que dans la barre du haut, il y a seulement 2 applications qui passent tous les tests de route, c'est-à-dire qui détectent toutes les façons de router un téléphone. Et en bas, il y a 98 applications qui ne passent aucun des tests de route. Donc on voit qu'il y a quand même une disparité vraiment énorme sur le marché. Et quand on parle aux utilisateurs, quand on parle aux personnes ici qu'on a croisées depuis hier, on voit que ça devient un peu quelque chose, mais on est encore un peu loin de ça complètement intégré, en tout cas dans les mentalités. Alors on va passer tout ça parce que ce sont des vidéos non utiles. Donc en conclusion, le message vraiment que je voulais vous faire passer là-dessus, c'est que les applications mobiles, si elles sont mal protégées, c'est réellement un risque pour les organisations aujourd'hui, tant bien un risque business qu'un risque pour la réputation, un risque pour les utilisateurs. Et on voit que c'est pas encore le cas. On considère que c'est simplement un asset qui affiche de la donnée, mais qui n'en manipule pas, et que c'est pas très grave si quelqu'un de malveillant arrive à accéder à de l'information. Donc vous êtes très certainement au courant des démarches DevOps qui existent depuis des années. Aujourd'hui, on parle de DevSecOps, c'est-à-dire qu'on va vraiment intégrer la sécurité dans le cycle de développement. Et c'est pour ça qu'un outil comme le nôtre, mais il en existe plein sur le marché, ces outils d'automatisation des tests de sécurité doivent être intégrés dans le processus de développement. Et à chaque fois que les équipes de développement publient, en tout cas build un binaire, on doit pouvoir faire un test immédiatement avant de le sortir sur le store. Comme ça, les équipes de développement gardent la responsabilité de l'exécution de ces tests de sécurité, et les équipes de sécurité sont beaucoup plus confiantes parce qu'elles savent que ces tests sont faits de façon continue. Et donc ça évite notamment les régressions dans l'application de ces protections. L'objectif étant toujours de ralentir l'action d'un potentiel attaquant. On en parlait avec Hydro-Québec hier. En gros, c'est pas est-ce que je vais être hacké, c'est quand est-ce que je vais être hacké. Donc l'idée, c'est de mettre le maximum de barrières possibles. C'est de complexifier le travail de compréhension de mon système, mais rajouter des protections sur les applications mobiles, ça encore, ça ralentit le travail de quelqu'un de potentiellement malveillant. Donc comme je le disais, nous sommes au kiosque 910, et je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions.